En production végétale et en grande culture plus particulièrement, nous allons connaître de grandes évolutions au cours des prochaines années. Les raisons sont multiples et souvent ces raisons vont être inexorables. La première, ça va être la moindre disponibilité en intrants. Pourquoi ? Parce qu'il y aura d'une part la raréfaction de certains d'entre eux, je pense notamment aux engrais phosphatés, à l'augmentation des coûts, c'est le cas pour l'ensemble des engrais, la disparition de certains intrants et là notamment beaucoup de substances actives au niveau de la protection des cultures risquent dans les années prochaines d'encore disparaître. Et puis il y a la résistance des bioagresseurs. L'accentuation du verdissement et des problèmes de voisinage dus à la demande sociétale et dû aussi au caractère de plus en plus périurbain de notre agriculture. Pour les agriculteurs, je crois que ça va être une opportunité, ces défis, parce que ça va leur permettre de mettre en valeur toutes leurs connaissances et leur savoir-faire. La protection des cultures va aller aussi subir là une révolution. Pourquoi ? Parce que les produits phytosanitaires habituellement utilisés par nos agriculteurs ne vont plus occuper la première place dans la stratégie de production. Beaucoup de substances sont amenées à disparaître. Fin janvier, il y a encore une liste de 77 substances dont beaucoup sont utilisées actuellement par nos agriculteurs qui sont placés sur une liste qui prévoit la substitution de ces matières, ça veut dire à plus ou moins court terme leur disparition. Le glyphosate qu'on utilise énormément pour éliminer les mauvaises herbes vivaces est aussi sur la sellette. Donc le nombre et la diversité des substances actives aussi en cours d'évaluation dans les grandes sociétés phytopharmaceutiques est aussi de plus en plus réduit. On note aussi qu'à force d'utiliser toujours les mêmes substances, les mêmes familles de produits phytopharmaceutiques, la sélection de souches résistantes de champignons, de ravageurs, de mauvaises herbes est en train de s'accélérer. Pour s'en sortir, donc, il va falloir utiliser d'autres solutions que cette utilisation, je dirais, d'intrants classiques actuellement. Mais l'objectif pour nos agriculteurs va être de mettre en œuvre et surtout de combiner adroitement ce qu'on appelle les moyens de contrôle culturaux. Alors, ces moyens de contrôle, ce n'est en fait que les règles de base de l'agronomie qui, d'une certaine manière, ont été mis un peu de côté au cours des dernières décennies, mais qui maintenant sont aussi remises, je dirais, à l'ordre du jour et un petit peu à la mode. On parle notamment d'agroécologie, de services écosystémiques, mais si on analyse bien, c'est très souvent des bonnes pratiques agricoles qui sont surtout des pratiques du bon sens fermier qu'il y a quelques décennies, nos agriculteurs, ou en tout cas les meilleurs agriculteurs, utilisaient couramment. Dans les innovations, la première va être d'utiliser au mieux la biodiversité, la sélection variétale, mais à notre disposition une gamme de variétés de plus en plus large. Parmi ces gammes de variétés, il y a des variétés tolérantes, notamment aux maladies, à l'averse pour les céréales. Et au niveau de ces variétés tolérantes, il y a aussi des variétés qui ont d'excellents rendements.
Alors pourquoi continuer à utiliser des variétés qui sont très sensibles et qui demandent plus d'intrants? Non, ça ne profite pas à l'agriculteur, il y a là des possibilités. Surtout que dans ce domaine de la sélection variétale, on va profiter vraiment maintenant des avancées de l'utilisation, non pas pour créer des OGM, mais simplement dans la sélection de la biologie moléculaire qui fait des progrès extrêmement importants. Un exemple pour illustrer, c'est celui de la betterave. Au cours des dernières années, les agriculteurs ont pu voir que la sélection a mis à leur disposition des variétés qui étaient tolérantes d'abord à la rhizomanie et puis quelques années plus tard aux nématodes, maintenant aux rhizoctones, et même on arrive à des variétés qui sont maintenant tolérantes à ces trois contraintes très importantes qu'il y avait au niveau de l'agriculture. Ce type d'évolution, on va le connaître aussi pour la plupart des autres plantes cultivées. Dans la biodiversité, on met aussi de plus en plus en évidence qu'au niveau des populations de ravageurs, il y a un rôle majeur qui est joué par un certain nombre de parasites, ou ce qu'on appelle parfois des hyperparasites, et que ces parasites peuvent, si on les protège, notamment en évitant des traitements insecticides trop hâtifs, un petit peu intempestifs, on peut développer ces populations de ces parasites qui sont capables eux-mêmes d'aller réduire la pression des ravageurs. Et là, il y a toute une série de nouvelles techniques qui sont en cours de développement. On va utiliser par exemple certaines odeurs qui vont attirer ces hyperparasites au niveau des cultures. On va aussi, par exemple, les favoriser. Dans le cadre du verdissement, dans le cadre de la lutte contre l'érosion, on va être amené sans doute à mettre en place des bandes enherbées. En gérant convenablement ces bandes enherbées, en choisissant correctement les espèces et la manière de, par exemple, faucher, on peut augmenter le nombre d'insectes, ce qu'on appelle la biodiversité utile pour la protection des cultures. Il y a aussi actuellement beaucoup de recherches qui sont menées sur des substances plus naturelles, d'origine végétale, d'origine bactérienne, qui sont pour le moment en cours d'évaluation, en tout cas les premières, pour se substituer aux produits chimiques utilisés pour la protection des cultures. Et à ce niveau-là, la recherche, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, est en train de s'accélérer de manière importante. Ces produits n'auront sans doute pas la même efficacité que ce qu'on pouvait avoir avec les produits phytosanitaires d'origine chimique, et aussi pour les agriculteurs, ça demandera peut-être un certain apprentissage parce que les conditions de stockage, les conditions d'application seront sans doute un peu différentes de celles des produits qu'ils utilisaient traditionnellement. Au niveau de la rotation, il va falloir rallonger les rotations, diversifier les rotations. Pourquoi? Ça limite la pression des maladies, ça limite la pression des mauvaises herbes. Et à ce niveau-là, un des défis que j'ai cités, qui était cette nécessité de produire des graines oléagineuses ou protéagineuses pour pallier au manque de soja qui
soja américain qui va plus prendre, je crois, la direction de l'Asie que la direction de l'Europe, réintroduire des légumineuses dans nos rotations va être un atout important. C'est des cultures qui ne sont pratiquement plus utilisées, mais qui ont un rôle important, je dirais, en termes de micro-organismes des sols, en termes également d'augmenter la biodiversité dans les cultures. Le travail du sol est quelque chose qui n'est peut-être plus tout à fait à la mode, mais je crois que dans nos conditions agronomiques et climatiques, je crois que ce travail du sol va devenir quelque chose de primordial. Pourquoi? Ça va être indispensable pour contrôler les mauvaises herbes, mais aussi pour gérer convenablement les résidus de culture, pour gérer convenablement les couverts. C'est important aussi parce que ce travail du sol permet aussi de limiter la pression des ravageurs et de certaines maladies fongiques. Pour les agriculteurs, il va sans doute falloir réapprendre à travailler le sol à bon escient et surtout en utilisant correctement les outils. On a des tracteurs très puissants, on a des outils qui sont de plus en plus complexes, mais on s'aperçoit quand même que très souvent, on travaille peut-être le sol un peu à la va-vite, pas toujours à bon escient. Je crois qu'un labour bien fait garde, par exemple, toute son importance pour pouvoir, en réglant convenablement la charrue et la vitesse du tracteur, par exemple, enfouir correctement et en profondeur des graines de mauvaises herbes qui resteraient au niveau du sol, pour disperser correctement sur toute la hauteur du profil qui est labouré des amendements qui seraient apportés à la culture. D'autres exemples pour obtenir, par exemple, un labour qui soit bien dressé avant l'hiver pour pouvoir permettre un maximum de pénétration d'eau dans les sols et aussi de froid qui permet une restructuration en profondeur du sol. Dans nos conditions aussi, le labour reste très intéressant pour décompacter après des récoltes difficiles de betteraves, de pommes de terre, des cultures qui, je dirais, sont quand même très importantes dans nos régions. Mais évidemment, ça ne doit pas être la panacée universelle et quand on se situe dans des sols en bonnes conditions pour des semis précoces, et évidemment pas toujours nécessaire de devoir, je dirais, utiliser les grands moyens, et les grands moyens étant la charrue. Le temps qui est aussi consacré et l'attention qui est portée au déchômage lors des intercultures est souvent insuffisant. Le travail du sol, ou beaucoup mieux des séquences de travail du sol à cette période, sont vraiment extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que, par exemple, ça nous permet de faire des faux semis qui vont limiter, épuiser une partie du stock des semences de mauvaises herbes qui se trouvent dans les sols. On va aussi, par ces travaux superficiels, stimuler la vie microbienne du sol. Et j'ai dit il y a quelques minutes que, notamment pour gérer convenablement les résidus de culture, pour gérer les matières organiques que l'on va apporter, c'est extrêmement important de stimuler cette vie microbienne. En même temps que dégrader ces matières organiques, il ne faut pas oublier que les micro-organismes vont aussi éliminer, par exemple, décomposer un certain nombre
modes de propagation, que ce soit des spores ou des ifs, de certains champignons pathogènes qui se trouvent au niveau du sol. Là, on peut dire que, par exemple, la nouvelle PAC et le verdissement, et surtout ces surfaces d'intérêt écologique où on va devoir mettre des couverts, sont sans doute un peu dans le bon sens parce que ça va permet suffisamment de souplesse à ce niveau-là, notamment pour les dates d'implantation, ce qui fait qu'on va quand même pouvoir, à ce niveau-là, faire un travail correct à l'interculture. Certaines expériences montrent également que, par exemple, laisser pourrir à la surface du sol un certain nombre de résidus de culture pendant l'hiver, je dirais, permet à ce qu'une partie de ce carbone et cet azote qui a été stocké dans les résidus prennent plutôt le chemin de l'atmosphère plutôt que celui du sol, simplement parce que pendant l'hiver, on a une faible activité dans nos régions, notamment des vers de terre, et que donc on peut avoir des émissions de gaz, et parfois de gaz à effet de serre, importantes dans ces situations-là. Pour les jeunes agriculteurs, je crois que le rôle de la formation va être extrêmement important parce qu'ils n'ont peut-être pas été suffisamment sensibilisés à, je dirais, ces pratiques agronomiques et d'autre part l'évolution notamment au niveau des variétés, au niveau des produits de biocontrôle, vont apporter, je dirais, des solutions un peu nouvelles et qui nécessiteront aux jeunes agriculteurs en particulier, je dirais, de bien prendre conscience des opportunités, mais aussi des limites de ces nouvelles technologies qui seront mises à leur disposition.